Voilà. Donc, ma communication portera sur le visage transmédiatique et sur la tentative, l'essai de définir ce concept et donc à sonder la relation entre les cadres conceptuels et analytiques de la transmédialité avec ses articulations multiples encore en évolution et un objet particulier mais central de la représentation médiatique, à savoir le visage. D'une part, le visage est un élément phénoménologique essentiel pour la construction et l'identification du personnage, et dont la migration entre plusieurs temps médiaux est à son tour indispensable pour le succès des opérations transmédiatiques. D'autre part, la multiplicité et la versatilité du visage dans ses relations avec les contextes de la narration médiatique impactent également sur les coordonnées culturelles qui en déterminent la lecture, non seulement dans l'univers fictionnel, mais aussi dans celui de l'actualité médiatisée. Par exemple, le masque permet au visage d'Iron Man de migrer des bandes dessinées aux films d'animation, de ceci à la narration cinématographique classique, de se prêter également à la lecture mythique d'un personnage du monde global des affaires comme Elon Musk. En même temps, l'aura transmédiatique projetée sur le visage de Musk en fait une icône vivante de la l'utilité de la nouvelle économie globale et de son récit hégémonique. La communication va s'épancher alors en particulier sur une étape ultérieure de ce parcours des constructions transmédiatiques du visage et par le visage. Les spectateurs souhaitent maintenant que leur propre visage biologique et social, avec toutes ses connotations identitaires, puisse transmigrer dans des produits médiatiques globaux et en remplacer les protagonistes. Des logiciels de découpage et réinsertion photo et cinématographique, disponibles également sous forme d'applications pour smartphone, permettent aux usagers de transformer leur propre visage dans des contenus de transmédiation. Cette faculté de transplanter et greffer le visage numérique, cependant, n'est pas sans conséquence capacité, quant à sa capacité de garantir l'identité et l'identification, une capacité dont de phénomènes comme le deepfake démontrent déjà l'usure progressive. Alors, la communication proposera donc maintenant une réflexion multidisciplinaire à ces sujets à l'appui de quelques exemples et cas d'études. On va commencer par un outil numérique appelé MetaHuman. Le nom est aussi intéressant car il s'agit effectivement de mettre en place un imaginaire non pas seulement de transhumanité, mais de méta-humanité à travers la possibilité de créer des images numériques extrêmement photoréalistes de visages, images qui sont douées aussi de la capacité de mouvement et de la capacité ultérieure d'insertion à l'intérieur de textes multiples par rapport à des médias multiples. Donc, on connaît très bien l'hypothèse de Gilles Deleuze et Félix Guattari sur la visagité, hypothèse décrite d'un mille plateaux. Il s'agirait ici d'imaginer ces outils comme des étapes vers la création d'une sorte de transvisagéité où la centralité
réalité anthropologique, idéologique et biopolitique du visage est utilisée pour créer des connexions entre des univers médiatiques différents et tout en gardant la centralité de cette partie du corps et sa capacité de devenir un instrument de communication méta. Donc, dans ces cas-là, ces nouveaux outils numériques offrent aux utilisateurs la possibilité de créer un visage humain photoréaliste à l'intérieur d'un logiciel de navigation. Epic Games a annoncé en effet un logiciel basé sur un navigateur de ce type et alimenté par son moteur Unreal Engine, qu'on connaît très bien. Et donc, la société vient de partager plusieurs vidéos expliquant cette technologie. C'est intéressant de soumettre ces vidéos à une sorte d'analyse qui en décerne les idéologies sous-jacentes. On va essayer d'en partager un fragment, un morceau. J'espère qu'il n'y aura pas de problèmes techniques. Ah, this is just a glimpse of things to come. Et effectivement, le potentiel de création photoréaliste qui a été déclenché par la création de ce qu'on appelle en anglais Generative Adversarial Networks, des réseaux adverses génératifs, est énorme. Il s'agit en fait d'un dispositif d'apprentissage profond où deux modèles, un modèle générateur et un modèle discriminateur s'opposent, comme s'opposent un faussaire et un détective dans une situation de création de fausses monnaies. Et alors l'un entraîne l'autre dans une sorte de cercle qui peut être jugé à la fois vicieux ou vertueux dans la création de faux qui sont de plus en plus performants et de plus en plus difficiles à Il y a une détecter. liste de plus, il Et y a de la réverb. cette, ce dispositif, ce modèle de création d'intelligence artificielle permet d'aborder le problème qu'on appelle en anglais de la uncanny valley d'une façon tout à fait différente par rapport au passé. C'est-à-dire, on peut s'approcher d'un niveau de représentation photoréaliste du visage numérique qui progressivement élimine le fait de l'incarné valley. Cet effet est en toutes sortes, de toute façon, présent dans les fragments vidéo qu'on vient de visionner. Et cependant, on y voit aussi l'intention de créer une dialectique d'ambiguïté où l'usager est en quelque sorte propriétaire d'un visage qui n'apparaît plus uniquement comme un visage créé, mais comme un visage généré de façon naturelle, d'un visage qu'on peut distinguer de moins en moins et par rapport à un visage créé biologiquement.
Et donc, les frissons qu'on veut donner à travers cette situation de transvisagéité, et c'est les frissons de la création d'un visage biologique par des outils numériques, par un logiciel numérique. La capacité de donner lieu à un personnage qui n'est pas uniquement un personnage narratif, mais qui est en quelque sorte un personnage méta-humain, un personnage biologique. Alors, un autre exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple lié à toutes sortes de manifestations artistiques concernant des avatars qui se sont multipliés à partir de la condition de silence imposée aux artistes et surtout aux artistes de la performance lors de l'épidémie de Covid-19. Alors, dans ce cas-là, on promet aux spectateurs l'occasion d'écouter le concert d'un avatar chantant à l'époque de l'art post-Covid. Les noms de la créature virtuelle est la Turbo, assez connu dans les domaines des expériences dans ces domaines, dans cette dimension. Elle est la protagoniste de nombreuses expositions et spectacles, ressemble à une fille et bien sûr est présente dans plusieurs réseaux sociaux avec son image. On va essayer de lancer une autre vidéo. Pardon, on n'entend toujours pas les sons pour les vidéos. Je vais essayer de partager les sons. Alors, voilà. I am an avatar, artist, and curator from the internet. Being here with me now, like this, we are as close as we can ever be to one another. There is a chance that our paths may have crossed before, but not in the ways you may typically expect. It would have never been on a sidewalk or in a crowd. I may have been your teammate, your adversary. You might have seen me wandering through a virtual landscape or floating quietly through simulated space. Alors, juste pour ceci de être complet dans la présentation, je vais retourner de façon très rapide sur la vidéo précédente. I am a metahuman, the next generation of digital human voilà, juste powered pour faire percevoir aussi l'exactitude du parallélisme entre le mouvement des lèvres généré par les GANs et le débit phonétique. Dans ce deuxième cas, dans le cas de la Turbo, l'expérience de transvisagéité qui se génère est celle d'un personnage numérique qui est doté d'un passé qui se compose des expériences numériques, notamment des vidéojeux, dans lesquels ce personnage a été plongé dans un passé qu'on reconstruit comme dans une sorte de prequel, et un personnage qui cependant, exactement grâce à la force d'identification de son visage, est projeté dans une autre dimension, celle de la performance, c'est-à-dire un personnage numérique qui parvient par ses passages à sortir de sa condition d'instrument passif d'avatar des autres usagers et acquiert une sorte d'activité de performance. Et c'est une autre forme de transvisagéité
Alors, il serait intéressant, peut-être du point de vue théorique, de projeter cette hypothèse des transvisagéités sur plusieurs paliers, sur tous les paliers de la construction du sens, en croisant par exemple cette hypothèse avec des modèles comme les modèles de narrativité, grimaciens, les parcours génératifs, etc. Et pour faire voir comme ce dispositif de transvisagéité a la possibilité de s'exercer sur plusieurs paliers de la construction narrative. Donc, les paliers les plus abstraits, la création du sujet, par exemple, la création du sujet indépendant par rapport au statut d'objet qui était celui précédent, et jusqu'à des constructions qui sont plus superficielles, dans les niveaux figuratifs, par exemple, les visages comme figure. Encore un exemple avant de conclure. Voilà. Un exemple qui, à l'apparence, est plus simple, mais qui entraîne cependant des réflexions importantes et complexes sur la transvisagété. Un exemple tiré de la production de l'artiste numérique Benji, qui mélange les visages des célébrités, créant ainsi des personnes qui n'existent pas, mais qui cependant constituent des hybrides doués d'un statut ontologique ambigu. Donc, en général, il s'agit de prendre les images de deux personnes célèbres et de les fusionner numériquement en une seule. Donc, chacune d'entre elles ressemble à une personne réelle. Voilà un exemple qui est assez frappant, où l'on a l'impression de reconnaître deux acteurs très connus de l'univers hollywoodien, et en même temps, la fusion est réalisée d'une façon si efficace, avec cette capacité qu'on a maintenant avec les logiciels numériques appliqués au visage de constituer des morphologies hybrides, et qu'on est reporté de façon très ambiguë, d'une part à l'univers du personnage actorial et transmédial de Keanu Reeves, et d'autre part l'univers actorial, transmédial de l'autre acteur, Driver, qui a prêté son visage à cette expérience numérique. Donc, en quelque sorte, dans ce cas-là, la transvisagéité n'est pas utilisée pour donner l'impression d'une création biologique du personnage, comme dans les premiers cas, n'est pas utilisé pour constituer l'identité subjective d'un personnage numérique, comme dans le deuxième cas. Et dans ce troisième cas, il s'agit de créer une ambiguïté transmédiale par les biais d'une fusion de deux images numériques de visage. Dernier exemple, s'il me reste encore quelques minutes, c'est un robot qui a été récemment construit par les laboratoires de Walt Disney Imagineering. On va voir de façon très rapide ce qu'il est capable de faire. We present a system for creating lifelike gaze interactions between people. We present a system for creating lifelike gaze interactions between people and an animatronic character. Our architecture implements mutual gazing behavior, demonstrating the illusion of life. We use a subsumption architecture to allow us to layer simple motor movements such as breathing, blinking, and saccades to create increasingly complex and lifelike behaviors. Additionally, we use mechanisms that mimic human motor and attention behaviors.
The overall result is an interactive human autonomatronic experience that engages people through animated realism. For more information, please visit la.disneyresearch. Et voilà, et c'est une autre facette de la transvisagéité, c'est-à-dire cette capacité de projeter sur une entité non humaine, dans ce cas-là une machine, une forme de lecture, une herméneutique qui est liée à la perception d'un visage. C'est un phénomène assez commun dans l'espèce humaine, même dans les cas de paris de lit ou de la projection de visage dans les nuages ou dans les entités non organiques ou bien sûr les animaux non humains. Et cependant, dans ces cas-là, l'étude minutieuse et de l'articulation morphologique, physiologique du visage et sa reproduction par le biais de la robotique permet une dialectique d'identification qui va bien au-delà de la expérience d'un vis-à-vis avec une machine. On a en fait la production d'une expérience de mirroring, une sorte de miroir de transvisagéité qui donne lieu à une identification extrêmement puissante entre l'individu et ces robots qui lui est placé devant. Un robot qui n'est plus simplement un robot et est un robot auquel est pratiquement impossible de soustraire une subjectivité humaine, au moins une impression de subjectivité humaine. Enfin, il va falloir conclure, Massimo. Ouais. Je conclus en disant que ce n'est que quelques exemples des cas de création de visages numériques que j'étudie avec mon groupe de recherche auprès de l'Université de Turin. Voilà mon groupe de recherche. C'est un projet qui s'appelle Facets, Face Aesthetics in Contemporary e-Technological Societies, et qui est financé par un Consolidator Grant du Conseil européen des recherches. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, voilà les sites web et tous les réseaux sociaux pour en connaître un peu plus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Massimo. Très intéressant aussi. Est-ce qu'il y a, avant que je réajuste aussi, est-ce qu'il y a des réactions dans l'Assemblée? Oui, Jennifer. Bonjour, oui, je me posais la question. Vous nous avez présenté. Attendez, je me rapproche de mon micro, ça sera plus simple. Vous nous avez présenté le personnage de La Turbo, l'avatar numérique. Est-ce qu'il est comparable à Hatsune Miku dans les jeux vidéo ou est-ce que c'est complètement autre chose? Ça me semblait très similaire, mais étant donné que vous n'avez pas pris cet exemple qui me semblait beaucoup plus connu, enfin en tout cas pour moi, je me suis posé la question. Oui, parce que en effet, dans les cas que vous mentionnez, il s'agit de créer ce qu'on appelle un Vocaloid. Mais dans ce cas-là, l'aspect le plus important dans l'exemple que je vous ai montré, n'est pas la création d'un simple Vocaloid, mais d'un personnage numérique dont on crée un passé qui n'est pas uniquement un passé fictionnel parce qu'il est fondé sur la présence d'autres univers médiaux du même personnage et du coup du même visage. En fait, ce serait presque impossible de reconnaître cette récurrence du personnage sans l'insistance sur les visages. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un avatar qui donne un visage à une voix synthétisée à partir d'une voix humaine, qui est la définition de Vocaloid, mais c'est le cas d'un visage numérique préexistant dont on raconte l'histoire pour le faire émerger comme sujet,
comme sujet est doué de la capacité de s'approprier de son propre visage et donner à la performance. Donc, non pas un visage qui est utilisé dans les vidéojeux, mais un visage qui se met en jeu lui-même avec une subjectivité. D'accord. Donc, ça ne marche pas non plus pour les acteurs qui ont été utilisés dans Detroit Become Human, j'imagine. Non, ce n'est pas exactement le même cas, quoique effectivement, il pourrait s'agir de plusieurs aspects d'une phénoménologie commune, c'est-à-dire cette insistance sur la persistance visuelle du visage numérique pour créer l'impression non pas seulement du personnage, mais de l'individu. Voilà. C'est ça. Ça fait écho évidemment à toute la tradition littéraire sur la peur des robots, entre guillemets, mais Voilà. aussi justement à comment l'humanité peut se créer à travers la création numérique, ce qui faisait écho, je trouve, à votre dernier exemple sur les expressions de visage. Parce qu'on a toujours peur finalement de voir chez le robot, chez les créations en tout cas électroniques, quelque chose de trop humain qui pourrait nous faire une certaine dissonance. Bon, merci. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Moi, j'avais peut-être une question, une réaction par rapport au concept de visagéité que tu mobilises beaucoup et que je trouve intéressant dans les exemples, à la fois parce qu'on voit effectivement les effets de configuration, de reconfiguration, par exemple, de plusieurs visages vers un visage, d'un visage robotisé vers des attitudes humanoïdes et des formes d'interaction. Mais finalement, est-ce que ce rapport à la visagéité, alors on peut l'entrevoir d'un point de vue système de signes et sémiotique parce que c'est votre domaine d'expertise, mais je me dis, ce rapport de visagéité, il dépend aussi énormément d'éléments qui vont être c'est-à-dire autour des éléments qui vont être beaucoup plus contextuels. À la fois, si on prend le cas de l'avatarisation et voilà, du phénomène qui est connu, de pouvoir configurer un visage, même parfois assez proche dans des éditeurs pour pouvoir générer un effet d'immersion plus important, versus ici la reconfiguration d'un visage avec finalement un fond qui rappelle les fonds d'acteurs. Donc forcément, on reconnaît un peu Keanu Reeves, mais pas parce il n'y a pas que les éléments de visage en fait qui fait qu'on va avoir des phénomènes d'identification, de projection, tout comme le réalisme peut fonctionner différemment d'un contexte à un autre, soit la peur, si je reprends la réaction de Jennifer, ou bien plutôt l'identification. Donc, à mon avis, il peut y avoir des effets par rapport des effets de rapprochement à ces éléments de visagéité qui vont être différents, liés au contexte en fait de leur utilisation de leur usage. Est-ce que c'est quelque chose qui est traité ici dans votre recherche, c'est-à-dire pas seulement les procédés techniques mais aussi les éléments contextuels en fait de ces usages de visages photoréalistes ou de transfiguration qu'on peut utiliser de plus en plus et qu'on voit dans les réseaux sociaux, et comment ce contexte participe finalement à nos rapports à ces créations de visages deepfake ou bien automatisés. Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est un peu cette idée de la prise en compte du contexte. La question est très claire. Et effectivement, même la façon dont Deleuze et Guattari traitent la visagéité, peut-être ne tient pas suffisamment en compte la contextualisation. Par exemple, c'est évidemment aussi une lecture qui est en quelque sorte ethnocentrique dans l'hypothèse que le visage du Christ soit en quelque sorte le modèle qui donne lieu à cette présence, disons, du visage comme dispositif normatif de la biopolitique, du moins occidentale. Cependant, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un hasard que l'intelligence artificielle des nouvelles générations, donc l'invention du deep learning, notamment par l'invention de réseaux génératifs adverses, prend les visages comme premier exemple.
C'est comme si, en s'appuyant sur la centralité biologique de la perception du visage, cette nouvelle machine, imaginerie sociale qui est l'intelligence artificielle, pouvait mettre en place toute sa puissance. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des dimensions très fortes de contextualisation, de variations culturelles, etc. Mais il n'y a peut-être aucune interface corporelle qui soit aussi contraignante que les visages. Donc, on peut pas échapper à l'impression d'un robot dont les visages manifestent une apparence humaine. On ne peut pas échapper à la puissance persuasive d'un avatar qui est doué d'un visage extrêmement photoréaliste. Donc, c'est en s'appuyant sur cette centralité biologique mais ce n'est même pas uniquement les visages, c'est vraiment cette configuration, ce pattern visuel auquel on est en quelque sorte condamné à réagir en tant qu'espèce. Voilà.